Voilà, chers auditeurs d'Africa Jama sur Radio Air Libre 87.7 FM. J'ai donc le plaisir de recevoir Pitchen Kambilo, qui est l'auteur. Je le reçois surtout en tant auteur du livre La guitare dans la rumba congolaise, de l'oreille à la transcription. Monsieur Pitchens, il faut ajouter le S, Pitchens Kambilo. Bonjour et bienvenue dans les studios de Radio Air Libre. Bonjour, merci en tout cas pour l'invitation. Alors nous avions lu il y a quelques années qu'il y a un Congolais, moi personnellement je l'avais lu dans un article du journaliste Lilo Miango de Paris, qui avait écrit que il y avait un Congolais, je connaissais pas le nom, mais j'avais l'information. C'est lui qui avait diffusé comme quoi un artiste congolais qui s'y connaît était en train de transcrire la guitare et la musique congolaise, or moi dans ma tête j'avais encore le souvenir d'un ami qui avait dit que il y avait quelqu'un qui s'était essayé avant vous, et c'était Manu Dibango, qui avait essayé de transcrire, mais alors l'entièreté, et il disait que il avait des difficultés pour les guitares. Il paraît que la transcription des guitares congolaises avait une difficulté pas facile à surmonter. En lisant un tout petit peu les introductions des quelques éléments que vous avez notés, effectivement, vous avez rappelé qu'il y avait certaines superpositions qui faisaient que c'était pas évident. Et j'ai aussi lu que vous avez dû aller voir les guitaristes, regarder comment est-ce qu'ils travaillaient pour comprendre les différentes techniques. Et comme vous êtes vous-même guitariste, je pense que cela vous a facilité la tâche. Monsieur Pitchens Kambilo, pourquoi? Quelle est l'occasion qui a fait que vous décidiez d'écrire ce livre, La guitare dans la rumba congolaise, de l'oreille à la transcription? Merci pour la question. Moi, comme vous venez de dire, moi je suis guitariste entre autres, et depuis Kinshasa, mon jeune âge, j'ai toujours voulu rêver d'avoir le partition de notre musique, et puis il n'y en avait pas. À l'époque, lorsque je marchais avec mon mentor Jean Goubal à l'INA ou dans des endroits où il y avait un peu de documentation, on trouvait que de partitions de la musique classique, la musique jazz. Et moi, depuis presque 20 ans, ça me tourmentait un peu. Je disais, comment on n'arrive pas? Il y a des professeurs qui venaient de Bruxelles pour enseigner le jazz au Centre Wallon de Bruxelles, et puis d'autres à l'INA. Mais il n'y avait pas de quoi pour enseigner notre musique. Et alors, je suis installé en Europe. J'ai des enfants, et puis je vois chaque mercredi en Europe ou samedi, on amène les enfants dans des conservatoires pour apprendre la musique. Mais en diaspora, à l'école, au conservatoire, on utilise beaucoup la musique, les solfèges pour apprendre. Et moi, je me suis dit, on est nombreux ici en Occident et ou partout dans le monde, et si on pouvait avoir les mêmes outils pour que nos enfants apprennent notre culture, parce qu'ils sont nés ici, donc si ils sont capables de lire et de jouer Mozart, il faut qu'ils soient aussi capables de lire et puis de jouer Franco, de jouer Dr Nico. Et puis le seul moyen pour arriver, c'était d'écrire la musique. Et puis j'ai pris des décisions aussi pour qu'on arrive à l'enseigner, et puis pour qu'on arrive à le conserver autrement que après le fait, il faut qu'il y ait quand même le cerveau qui danse aussi. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été fait dans le pays de la rumba lui-même? Et c'était compliqué parce que avec la colonisation, on a effacé notre histoire, notre mémoire. Donc on a compris jusqu'aujourd'hui que ce qui était mieux, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et déjà au Congo, à l'Institut national, moi avec des amis, c'était la musique, la guitare classique. Et lorsqu'on t'apprend des choses qui t'appartiennent pas, t'as pas des codes pour écrire. Lorsqu'on joue la musique classique, c'est pas notre musique, on nous apprend ça. Et on nous apprend pas à écrire notre histoire, notre musique. On nous donne, on dit vraiment, vous arrêtez de parler lingala, maintenant vous allez parler le français. Mais c'est pas normal. C'est pas parce normal que à un certain moment, à l'INA, nous savons que pas seulement à l'INA, mais il y a eu quand même une volonté de, entre guillemets, zaïrianiser les choses. Et pourquoi cette étape-là
de pouvoir transcrire notre musique ne s'est pas faite, alors que il y a quand même un institut où l'on enseigne la musique. Oui, mais on enseigne la musique, mais on n'enseigne pas la rumba. Moi, j'ai des amis qui sont profs. Mais pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Je peux pas répondre à leur place, parce que je suis pas prof de l'INA ni quelqu'un qui travaille là-bas. Mais moi, j'ai constaté que non, parce que j'ai des amis profs, on n'enseigne pas la rumba à l'INA. Peut-être faute de ressources. Et parce que c'est un travail aussi compliqué, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à faire de recherche pour aussi avoir les outils qu'on a aujourd'hui, c'est pas les outils qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans, donc on devait tout faire à l'oreille, on devait tout faire à l'oreille, crayon, papier, je pense, et puis du temps, et puis du sérieux, et puis je pense de travailler comme ça, de recherche, ça demande beaucoup de moyens, et je pense, nous, nos pays, on met pas accent sur les scientifiques, sur tout ce qui est un peu réfléchi. Parce que pour faire un travail, il faut un bureau, il faut des gens qui sont payés, qui font que ça. Et je pense les gens avaient d'autres priorités pour nourrir leur famille. Moi, j'ai pris ces risques-là parce que j'ai dit, OK, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit le faire, qu'il faut quelqu'un qui se sacrifie pour ça. Mais moi, j'ai des amis qui m'ont trouvé comme un fou de dire, comment toi, tu commences un gros chantier comme ça, sans financement? Moi, j'ai dit, bon, si on attend le financement, on va jamais le réaliser. Donc, moi, je pense, il y a tous ces problématiques qui se mettent ensemble et puis personne n'a regardé, donc on a l'habitude de dire que non, notre musique c'est compliqué à écrire, notre musique c'est qui est fait à l'oreille, notre musique c'est fait pour danser. Du coup on nous a tout ramené à la récréation, du coup jusqu'à aujourd'hui on fait que danser. Alors j'ai lu comment dirais-je, vous avez écrit, pour autant cette musique n'a pas véritablement été codifiée. À quelques exceptions près, il n'existe pas de partition. Tout se fait à l'oreille, par la transmission orale et pratique. Même si ce mode de transmission fonctionne dans le milieu musical congolais, disposer des partitions apparaît indispensable. ... Même si ça fonctionne, quelles sont les forces et avantages de cette transmission à l'oreille? Et moi, je dirais, je dis à l'exception près, parce que Yelina, après des années, quand même, il a sorti un livre qui s'appelle Rumba Parade. Donc, il a transcrit les mélodies des chansons de nos artistes. Donc, ça existe, c'est qu'il y a des mélodies. Mais en forme d'orchestration, ça n'existe pas. Et la force de l'oralité, c'est on a grandi dans ça, tout se fait à l'oreille. Donc, et en musique, et puis par exemple, à la guitare. J'ai mis ça sur papier, et lorsque j'ai travaillé avec les gens qui ont l'habitude, eux, de fonctionner en partition, on s'est rendu compte que notre musique, il a un niveau vraiment élevé au niveau solfège. Donc, lorsque tu arrives à l'écrire, pour jouer cette musique avec partition, il faut avoir déjà un certain niveau des connaissances de rythme et de solfège. Donc, c'est quelque chose de compliqué, et lorsqu'on travaille entre nous, au pays, donc on fonctionne à l'oreille, on se pose pas la question dans des concerts, dans des répétitions, dans des créations, on se pose pas la question parce qu'on a grandi comme ça. Mais lorsqu'on veut l'enseigner, on veut faire le partage avec d'autres cultures, eux qui fonctionnent en partition. Donc il y a nous on a cet avantage-là, on a l'oralité, et lorsqu'on apprend l'écrit, ça on fait le double boulot. Mais eux, comme leurs oreilles ne sont pas éduquées en fonction de travailler comme ça, ils font il y a des musiciens, des super musiciens, sans partition, ils peuvent pas jouer. Or, nous, on a les deux. Si on arrive à bien travailler l'autre partie. En tout cas, c'est quelque chose d'excellent. C'est arriver à produire, et vous l'avez dit, arriver à produire ce qui est produit par des analphabètes. Comment dirais-je, musicaux, ils savent pas lire ni écrire cette musique, mais rien que par la pratique et par l'oreille, on est quand même arrivé à faire quelque chose d'immense. Quand les autorités et le responsable, par exemple, de la politique, le ministère de la Culture, a entendu qu'il y avait un Congolais qui était en train de travailler, parce qu'on en a beaucoup parlé avant que le travail ne soit terminé. Est-ce que vous avez eu des contacts? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir, ne serait-ce que pour peut-être s'informer, donner un coup de main, voir, ou alors
vous dire, écoutez, nous en tant que République, on a besoin que vous orientiez votre travail dans tel sens. On en a vraiment besoin, vu notre politique, ainsi de suite. Ça se fait partout, hein, dans beaucoup de pays. Lorsqu'on a des recherches qui se font, on essaye de venir dire, écoutez, est-ce qu'il y a moyen de l'adapter pour que ça résolve les problèmes du pays, ainsi de suite. Est-ce que cela existait? J'ai rencontré le deux ministres de la culture, l'ancienne et puis la nouvelle. On a discuté, donc j'ai présenté le projet. Et là, c'était encore projet, c'était pas encore abouti, fin et sorti. On a discuté, on a prévisionné des choses, mais pour l'instant, on n'a pas encore rien. On a rien pour ne pas dire, on a rien. Moi, je pense nos dirigeants, nos politiciens, il faut qu'ils arrivent à regarder à 360 degrés, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de choses à réaliser, à résoudre, mais il faut qu'ils arrivent à avoir cette capacité-là de regarder à 360 degrés, savoir qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est fait pas, parce que moi j'ai déjà réalisé le travail, donc j'ai fait un travail, donc si je vais quantifier combien on devait me payer pour ça, c'est énorme. J'ai fait ça en 6 ans, je fais ça jour pour jour, donc si on prend juste un salaire de base pour quelqu'un qui travaille pendant 6 ans, ça fait déjà chiffrer. Mais moi le but de leur raconter, c'était pas vraiment de demander quelque chose pour moi, c'était plutôt pour le pays, parce que le livre pour l'instant aujourd'hui nous avons qu'en 2 versions, en français et en anglais. Et mon souhait c'était que ça soit traduit en lingala, kikongo, swahili, en chuluba par exemple, pour que au fin fond de notre pays qu'on arrive à l'étudier, qu'on arrive à le lire, parce que si quelqu'un est en fin fond de Bas-Congo, il a le livre et il arrive à lire franco, à lire Dr Nico à sa langue maternelle, je pense que ça peut faciliter beaucoup de choses, parce que c'est comme ça les mentalités évoluent, parce qu'on donne aussi valeur à nos langues. Si on voit comment font les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, tout ce qui sort en scientifique, ils mettent dans leur langue. Moi, je pense que le français, c'est bien, parce que c'est la langue commune où on se comprend, on communique, mais mettre en valeur nos langues, traduire le livre en nos langues, ça peut faire en sorte que même un enfant qui est en fin fond, qui parle pas français, qui parle swahili, il voit le contenu, il sait, il y avait Dr Nico, il y avait Franck qui ont fait ça, moi aussi, si je vais prendre ces chemins, je peux arriver loin. Mais dès qu'il y a le français dedans, je pense des fois ça bloque un peu. Ça bloque parce que d'un coup ça devient compliqué. Mais même le mathématique, si on traduit ça en lingala ou en swahili chiluba, je pense qu'il y aura des génies au Congo. Mais comme c'est traduit en français, donc tu as l'impression c'est compliqué. Mais des fois lorsque j'explique à mes enfants les maths, parce que j'ai fait les maths, il y a des raccourcis simples à le faire pour que ça devienne plus simple. Non, mais je donne toujours un exemple. Moi, j'ai fait les maths physiques quand j'étais en secondaire. On avait un cours et là, comment dirais-je, il y avait des termes en français que j'ai jamais compris. Mais en apprenant un peu plus et un peu mieux le français, alors je comprends. C'était par exemple l'excentricité. C'est le fait que le centre d'un cercle est excentré. C'est-à-dire, il n'est pas vraiment au centre, il bouge. Donc, pour passer d'un cercle à une ellipse, il faut excentrer le cercle. Et ça se calcule, cette excentricité. On calculait, mais je comprenais rien de ce que ça voulait fondamentalement dire. Je comprenais pas. C'est des années, sinon quelques décennies après, que j'ai compris. Excentricité, j'ai compris ça. Et donc je dis, effectivement, il y a des choses qui seraient tellement simples si c'est dit dans la langue que l'on parle, la langue maternelle, à la maison, dans les quartiers, dans la ville. Ce serait tellement simple. Alors, votre livre, vous avez, comment dirais-je, si je peux me permettre de continuer un peu, parce que même pour écrire, transcrire la guitare, c'est parce que je suis congolais, je suis guitariste, j'arrive à comprendre comment ça fonctionne la musique, et même si c'était compliqué pour moi, j'ai su baigner dedans. C'est pour ça aussi ça a resté beaucoup d'années que
le nom congolais et l'Omblana, je n'ai jamais arrivé à l'écrire parce que pour l'écrire, il faut le sentir. Pour le sentir, il faut être dedans, quoi. Donc moi, les choses qu'on trouve compliquées, même si j'utilise des outils maintenant actuels qu'on utilise dans des universités, mais le fait de comprendre, de voir comment Dr Nico joue, de voir comment Pépé Félix joue, de voir comment eux jouent, et comme c'est ma culture, dès que tu apprends le côté scientifique, et puis le reste, ça coule facilement. Absolument. Ouais. En tout cas, vous avez cité quelques guitaristes que vous avez donc choisis. Quels ont été les critères? Parce qu'il y a tellement de guitaristes. Quels ont été les critères de choix? Pourquoi Dr Nico et peut-être pas Johnny Bokello? Je sais pas. Peut-être que Johnny Bokello est là. Pourquoi Popo Lipo et pas il y en a plein et pas Chora. Je sais pas. Bon, voilà. Oui, moi déjà le livre, je travaille une période des années 40, des années 80. Et moi je suis né des années 70 et j'ai écouté de la musique à la maison. Donc lorsque j'ai commencé à écrire ces livres, j'avais des images dans mon cerveau de mon enfance aussi, des musiques que j'ai écoutées, les musiques que j'aimais bien, j'avais facile accès au vinyle et du coup j'ai choisi cette enfance aussi, comme le livre n'est pas tout à fait seulement scientifique, il y a les côtés histoire aussi, donc j'ai choisi les artistes qui ont marqué leur époque et les pionniers aussi. Donc j'ai pris Dr Nico, Franco, Wabayeke, et puis j'ai pris les artistes, les guitaristes des générations Zaïko, notamment Pépé Félix, Roxy, Popolipo et tout, Papa Noël. Je ne sais pas si vous avez le livre avec vous. Oui, j'aimerais avoir la liste des 14 que vous avez choisi, des 14 guitaristes. Je l'ai en tête. Oui, alors dites-le vraiment pour que nos auditeurs aient une idée déjà de la sélection, parce que c'est une sélection drastique, c'est pas évident. Oui, il y a Dr Nico, il y a Franco, il y a Wamayeke, il y a Papa Noël, il y a Dali Kimoko, il y a Popolipo, il y a Roxy Chimpaka, il y a Dali Kimoko, il y a Lokasa Mbongo, il y a Dodoli, donc voilà. Dodoli que nous avons ici, qui est je cherche ses coordonnées d'ailleurs parce que j'ai Dodoli, j'ai travaillé. Je crois que la reine de Saba, mais j'ai pas pu le l'avoir. Achou pourrait passer son adresse. C'est un artiste que nous avons reçu avec Achou. Okay. Il a accompagné le grand-père dans une émission qu'on faisait ensemble avec Achou, et c'était tout simplement magnifique. Donc voilà. Donc je pense que Achou pourrait passer les contacts de Dodoli. Voilà. Donc en fait le problème du tri, comment dirais-je, c'est vrai que vous avez pris dans cette partie-là, parce que c'est un vrai problème. La musique, c'est une passion pour les Congolais, parce qu'il y a des gens qui vont sursauter en disant pourquoi pas tel et pourquoi seulement tel. Ce sont des questions, comment dirais-je, qui seront posées. Bon voilà, est-ce que c'était au feeling? Non, comme je viens de dire, c'était pas au feeling, c'était aussi par rapport à mon histoire à la maison. Par exemple, ma mère écoutait beaucoup Dr Nico, mon père écoutait Franco. Donc déjà, j'avais deux guitaristes. Et ceux-là sont irratables. Et comme pour moi, les années 80, c'est l'année Zaïko. Depuis pour que je voulais la troisième, parce que du coup, il y a trois écoles. L'école, comme on connaît tous, Fiesta, Odemba, et puis l'école Kavacha. Donc, j'ai pris des guitaristes de l'école Odemba, des guitaristes de l'école Fiesta, et puis les guitaristes de l'école puis Génération Zaïko. Et Génération Zaïko, pour moi, j'ai pris les trois guitaristes. Pour moi, ils ont imposé la guitare qu'on joue jusqu'aujourd'hui, en commençant par le créateur Pépé Félix, on prend Roxy, on prend Popolipo. Pour moi, c'est les trois as de la guitare congolaise.
Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, moi je suis guitariste, donc si on fait un peu les analyses, on voit que non, on a les touches de ces 3 guitaristes. Après, je peux pas tout mettre, mais j'ai mis en moins ceux qui ont marqué l'époque et puis ceux qui ont apporté quelque chose à la guitare. Et ça c'est que le tome 1 que je viens de faire, donc il y a d'autres qui vont suivre sur Mi Solo, que là j'ai travaillé beaucoup avec le grand frère Jimmy Abba, donc on parle, on discute sur les guitares, donc ça va continuer. Donc jusqu'aux années 80, pour moi, c'était Zaiko, quoi. Comment dirais-je, c'est la question que je voulais poser. Vous avez parlé de Mi Solo. Est-ce que on trouve quelques accompagnateurs ou ce sera dans la suite? Dans le livre. Oui. Mi Solo, en fait, dans les accompagnateurs, oui. Dans l'orchestration, j'ai mis parce que il y a guitare, accompagnement solo, Mi Solo. D'accord. Mais je vais pas parler spécialement de Mi Solo parce que c'est un apport majeur de notre musique aussi, donc je garde ça vraiment pour traiter ça vraiment à part vraiment Mi Solo pour que les gens comprennent Mi Solo, comment ça fonctionne au Congo, l'accompagnement, le médiateur, comment il fonctionne. Donc ça va vraiment être de volumes préparés que dans mon laboratoire, j'ai mis quelques notes déjà dans mon ordi. Ouais. Parce qu'un guitariste d'accompagnement comme Desho Mwamba, c'est pas possible, hein. C'est-à-dire la qualité. En fait, comment est-ce qu'ils arrivent à atteindre cette qualité rien que par l'écoute et la pratique? Parce que quelque part, si on regarde des musiques comme le jazz, c'est très intellectuel. La plupart sont des gens qui ont étudié dans des académies pendant de nombreuses années. D'où aussi une petite question. Est-ce que le fait de quitter le monde de l'écoute et de la pratique fait quand même perdre quelque chose en termes de créativité? Non, je pense pas, parce que la partition c'est juste un outil, c'est juste des conventions. La partition ne parle pas, il faut qu'il y ait quelqu'un pour jouer. On perd pas parce que c'est juste parce que les partitions sont accompagnées avec mes démonstrations guitare pour que les gens qui achètent le livre arrivent à voir comment on joue ça. Parce que des fois c'est compliqué avec des vinyles. Moi je fais ce travail pour les gens à déchiffrer les vinyles, à numériser, à couper, à voir comment ça joue. Mais non, on perd pas. Par contre, au contraire, si avec partition, si on sait lire, on peut jouer avec référence de l'audio qui existe, comme on fait partout. Lorsque tu veux jouer du Mozart, t'as la partition, t'as aussi des gens qui ont déjà interprété avant, tu as plusieurs versions, et puis par convention, on dit que voilà. Et c'est comme ça on joue. Et moi j'ai la chance, la plupart de génération Zaiko, ils sont encore là. Le maître Popoli est là, Roxy est là, et Pépé Félix est là. Donc lorsque j'ai transcrit les morceaux, je lui ai envoyé, il a regardé, il a dit ah tiens, donc on a discuté sur ces partitions Popoli pareil. Du coup j'ai vu comment il jouait, parce que des fois c'est on attend même nous-mêmes congolais les interprétations. Là j'ai discuté beaucoup avec les aînés, les interprétations qu'on écoute dans des bars, dans des cafés, des fois c'est pas la bonne version. Lorsque tu vois comment eux-mêmes ils jouent leur musique, ça n'a rien à voir des fois. Du coup j'étais contraint de le filmer leurs doigts, comment ça joue, pour après, lorsque j'arrive chez moi avec ma culture de guitariste, j'arrive à interpréter exactement comment ils jouent. Et réécrire exactement, ça prend du temps. Et moi, le défi, c'était d'écrire vraiment comment ça joue pour ne pas perdre cette qualité de la musique. Parce que lorsqu'on écrit du jazz, on laisse la marge à l'improvisation. Or, d'autres musiques, c'est pas de l'improvisation. Ça, c'est nos classiques. Si tu veux jouer du Mozart, c'est déjà écrit. C'est comme ça résonne. Nous, c'est pareil. Donc, on doit écrire fidèlement pour que quelqu'un, que tu envoies la partition partout, il sait exactement ce qu'il va jouer. Alors, comment dirais-je, j'ai constaté quand même que beaucoup de nos grands guitaristes, beaucoup ont cette tendance à aller étudier la musique par après. C'est-à-dire qu'ils commencent par les études. Il joue comme tout le monde à Kinshasa, dans les quartiers, dans les orchestres. Il n'a jamais appris la musique. Il joue par l'oreille et la pratique, comme vous le dites. Et puis, à un certain moment, il y a ce besoin soit d'aller plus loin, soit de comprendre mieux l'instrument,
soit de pouvoir faire participer d'autres guitaristes, d'autres mondes. Donc là, il y a besoin justement de pouvoir écrire, ainsi de suite. Mais je me pose la question, justement, on a l'impression que dès que ces gens-là essayent la tentation d'apprendre le jazz, dès qu'ils y vont, j'ai l'impression qu'ils perdent quelque chose. C'est-à-dire que le côté créatif dans la rumba congolaise, ils l'ont plus tellement. Ils ont la technique. Ils jouent très bien. Ils comprennent très très bien. Ils peuvent justement participer à des échanges musicaux avec d'autres. Mais cette créativité-là qui fait la particularité de ce que nous appelons les grands solistes. Ce Yemutu à Salak Soloana. Donc, celui qui a créé cette guitare-là que d'autres peuvent interpréter parce qu'on leur a mis ça sur partition, ainsi de suite. Mais cette créativité-là, on dirait que quand on exploite trop les connaissances en termes de jazz, en termes on apprend plus la musique en fait, théorique, il y a un effet sur la créativité rumba. Je suis là tout à fait d'accord parce que ça c'est toujours l'effet complexe aussi. Et c'est là où il faut faire un peu très 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 attention aux gens qui critiquent la rumba, qui critiquent juste il y a 2 notes, 2 accords. Il faut être vraiment vigilant et puis faire des réflexions à froid pour ne pas penser, pour ne pas critiquer, ridiculiser, parce que moi je fais des erreurs de recherche et puis on voit que notre musique est vraiment riche. C'est juste ça fonctionne pas comme les autres musiques. Notre musique ça fonctionne à contrepoint. Là il y a superposition des notes, des mélodies, mais l'autre musique comme le jazz ça fonctionne en harmonie. Lorsqu'on fait les harmonies et lorsque quelle est la différence entre les deux pour les harmonies c'est un peu là où tu as les accords, enrichir les accords, tu lis la partition verticalement et le contrepoint tu le lis horizontalement. Ouais. C'est comme les gens qui font le choral, donc il y a plusieurs voix. Notre musique c'est pareil. C'est pourquoi notre musique, il n'y a pas l'accompagnateur comme en jazz qui fait les accords et puis le soliste joue. Non, nous tout le monde fait des mélodies. Donc chacun trouve son chemin, c'est ça la différence. Or le jazz, il faut qu'il y ait un accompagnateur qui donne la grille du morceau pour que les gens s'appuient. Mais nous, l'accompagnateur, il fait pas les accords, il fait des mélodies, il fait ce rythme et nous on joue dedans. Ce qui est normal lorsqu'on fait un peu les études de jazz ou autre côté. Et on a tendance à penser que notre musique est une petite musique comme là j'attends maintenant. Il dit qu'on veut faire autre. Or seulement avec ce que nous on peut faire de merveilles avec ça. Juste croire et puis oublier cette mentalité qu'on nous a appris que tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, ça vient de l'extérieur. C'est très intéressant en tout cas pour nos auditeurs. Moi, je me délecte de ce que Pitchen est en train de dire parce que on voit la richesse de la rumba congolaise, cette lecture horizontale, surtout dans les voix. Dans les voix, il y a cette chacun sa ligne et quand on voit dans nos musiques traditionnelles, chez les Ekonda, par exemple, on voit 4 femmes qui sont en train de chanter, mais chacun crée sa ligne et quelque part n'a presque pas envie d'écouter les autres. Mais l'ensemble donne quelque chose de absolument incroyable. Quand nos chanteurs, que ce soit, il y en a 2 qui sont spéciaux. Comment dirais-je, Pepe Kale et Likinga. Ouais. Ce sont des chanteurs équestres. En fait, ils sont 3. Ces 3 chanteurs-là peuvent se décaler du rythme qui est en train de jouer. Ils ralentissent ou ils accélèrent, mais ils vont tomber ensemble. Comme m'a dit Pepe Kale dans une interview, Mutuna nzela naye toyebi place ni toko kweya ici kamoko. Et donc tous ces éléments de qualité n'ont pas été suffisamment étudiés. Et donc c'est très intéressant d'écouter quelqu'un qui s'y connaît et qui dit attention, il y a des richesses parce que la tendance de ceux qui connaissent la théorie musicale, c'est de dire c'est du n'importe quoi. C'est de la musique, c'est de la variété, non. C'est juste parce qu'ils n'ont pas fait de recherche, parce que être musicien, moi je peux dire j'ai la chance d'être musicien
que j'exerce, professionnel, guitariste chanteur, et puis je suis chercheur. Donc je mélange les deux, donc je suis dans les deux camps. Et ceux qui font des fois des commentaires comme ça, c'est ceux qui ont, par rapport à leur expérience, ils pensent que non, c'est comme ça, c'est acquis. Non, ça c'est des recherches à faire. Moi, pour faire la guitare dans la rumba congolaise, je suis allé par exemple 2 ans, j'ai fait 2 ans de résidence au musée de Tervuren. Donc j'ai écouté les archives audio, j'ai écouté comment nos musiques traditionnelles fonctionnent pour voir que non, nos guitaristes, d'ailleurs, c'est ça qui a fait leur richesse à l'époque. Lorsque Desho joue avec son frère, tu attends la musique traditionnelle Moutouachi derrière. C'est clair. Parce que c'était l'air culture. C'est clair. Ouais. Or, c'est juste que il y a des générations actuelles, je peux dire, on fait pas non plus l'effort d'écouter nos musiques à nous. Parce qu'on pense qu'on va réinventer la roue, mais non, il y a déjà tout existait déjà, et juste le mettre en pratique. Et les gens qui critiquent, non, ils sont, moi je suis pas d'accord avec eux, parce que pour moi, on sait bien que nos guitaristes, nos musiciens instrumentistes qui font les arrangements, mais moi, pour moi, je respecte les chanteurs, parce que les travaux que font les chanteurs de la musique congolaise de la rumba, n'importe quel chanteur, qu'il soit connu, pas bon, lorsqu'on fait le recrutement, si je prends l'exemple dans nos groupes, les guitaristes jouent n'importe quelle ligne qu'ils souhaitent jouer, nos chanteurs improvisent. Si on fait ce même exercice aux guitaristes, ils vont pas le faire. Que tu arrives ici, tu joues n'importe quoi, et puis les gens t'accompagnent, ils vont pas le faire. Mais nos chanteurs, ils sont capables, et tu joues dans leur tête, dans leur recrutement, tu joues de grilles qu'on connaît, les chanteurs improvisent, et leur improvisation, leur ligne de chant, tu l'écris, tu vas voir qu'il faut qu'on le respecte, quoi. Ben, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'il y a une illustration. Il y a une vidéo qui circule où Fally Ipupa se fait accompagner par un guitariste, et Fally chante, je crois, une chanson de Céline Dion ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Je sais pas si c'est celle-là. Toujours est-il que à un certain moment, Fally Ipupa chante, les Congolais diraient presque faux. Alors, il y a Boni Bikai qui est aussi guitariste, qui a travaillé avec Zaiko, avec ainsi de suite, qui est du monde de l'autre musique aussi, jazzman, ainsi de suite, qui dit ah non, c'est pas la faute de Fally, c'est la faute du guitariste. C'est le guitariste qui devait évoluer, ou plutôt s'adapter au chant que nous on pense que c'est faux, mais c'était le travail du guitariste. En fait, avec votre explication, je comprends ce que voulait dire Bikai dans cette évolution là. Ouais. J'ai pas vu l'extrait, mais ça arrive parce que ça c'est nos chanteurs, ils sont. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'époque à Kinshasa avec un aîné qui nous a quitté, Pépito Ngudi, à RTNCD. Le journaliste. Oui, journaliste. À RTNCD, j'étais guitariste maison. Donc, j'ai accompagné le guitariste qui passait chaque dimanche à l'émission Haute Tension à Kinshasa RTNC2, et j'ai improvisé. Donc j'improvise, je suis le chanteur, et ça arrivait aussi de faire l'inverse. Et il faut que juste toi tu sois capable d'arriver à faire cet exercice. Il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire comme on fait des jams, et puis dès qu'un chanteur. Après, il faut avoir confiance au guitariste, et puis le guitariste vice versa avoir confiance au chanteur, parce que c'est pas facile, parce que d'un coup tu peux chanter comme il a dit faux, tu peux faire des choses comme ça, mais si vous avez pas préparé avant, et puis si vous avez pas l'habitude de travailler ensemble, moi lorsque je jouais avec Jean Goubol à l'époque, on faisait des soirées. Et on avait préparé déjà 10 chansons, et puis on avait plus de chansons, et puis il me disait Pichen, donc tu peux improviser, maintenant on part. Et parce que il connaissait mon niveau, puis moi je connaissais que je pouvais tout jouer, il peut me suivre. Et ça c'est un travail aussi que les guitaristes, nous, avec notre orgueil, arrivent à comprendre que non, je passe ce niveau-là de connaître l'harmonie assez, du coup pour le coup, ça c'est connaître la théorie, connaître l'harmonie pour arriver à savoir que non, je joue ici et les chanteurs veulent aller là-bas et je suis capable de l'accompagner. Ça c'est la théorie qu'on
qu'on doit apprendre aussi. En tout cas, chers auditeurs, c'est un excellent travail qu'a réalisé Pichens Cambilo, la guitare dans la rumba congolaise de l'oreille à la transcription. Je vois que c'est édité chez Arco. C'est une auto-édition. Pourquoi? C'est pas vrai, pas auto, parce que je travaille avec c'est le musée Terven qui a financé le livre, qui a fait le budget, qui a imprimé tout ça. C'est juste vers la fin. C'est Arco, c'est pas auto, c'est une boîte qui est en France, c'est votre boîte. Ouais, qui s'est appelée à être, pas ça donne de cours, ça appelle être l'Académie de la rumba congolaise avec un K pour prendre le 2 Congo. Et à un moment donné, vers la fin, on avait un problème des droits par rapport aux chansons. Et puis le musée, ils avaient un problème un peu technique dans l'équipe. Et puis ils avaient peur de prendre le risque sur ces projets. Et puis ils ont dit OK, on finance tout. Et puis après, tu représentes pour que tu gardes les droits. Et puis moi, c'était par pratique de garder le droit. Et puis parce que c'est aussi complexe le livre. Il y a les partitions. Ça peut pas rentrer dans l'édition de partitions classiques où il y a que des partitions. Là-dedans, il y a des partitions, il y a des photos. Et puis, par rapport aux distributeurs, aux éditeurs, ils arrivaient pas à voir où mettre le projet parce que moi, je voulais pas vraiment seulement faire un livre que scientifique avec des partitions. Non, moi, je voulais avoir l'histoire, je voulais avoir les photos, tout ce que je fais comme recherche, que ça profite à tout le monde. Alors, j'ai aussi remarqué dans la présentation de l'auteur, la plupart de vos collaborations, c'est dans le monde, comme je le disais, de l'autre musique. Vous avez collaboré avec énormément de joueurs, d'artistes, Jean Goubald, que nous avons reçu à plusieurs reprises dans les émissions avec Achou, Gaël Fayet, Ray Lema, Sokalmeri, Bebson de la rue, Faustin Lignekula, le chorégraphe, Sami Balogi, Fiston Mwanza, l'auteur, Serge Kakouji, Freddy Massamba, Gaël Cote, Vichwa Mouilambwe. Très peu de gens de la rumba pure et dure. Si, il y en a, mais vous n'avez pas écrit. J'ai pas écrit parce que dans notre milieu, c'est un peu compliqué. Moi, lorsque j'ai commencé à Kinshasa, donc je pense que j'ai commencé avec la rumba. C'est juste après, lorsque je fais le choix de faire la musique, de pas faire que la rumba, pas faire que la musique traditionnelle, de faire la musique en général. Et les artistes que j'ai accompagnés au studio, parce que moi je fais le choix dès le début à Kinshasa d'appartenir à aucun groupe. C'était déjà spécial, différent à Kinshasa. À Kinshasa, on est catalogué, tu joues dans tel groupe, et puis moi j'ai pas voulu ça. Donc j'ai joué avec plusieurs groupes, même ici en France, j'ai un studio de musique, donc je joue dans des albums. Mais je fais ce choix-là de pas citer beaucoup pour ne pas rentrer dans ce que nous on aime des polémiques, de vraiment avoir notre manière de fonctionner. Tous ces gens-là, et que je travaille avec eux, déjà lorsqu'ils passent dans la télé, ils citent pas mon nom. Moi, je vois pas non plus comment, dès que j'ai fait mon projet, de citer leur nom. Donc, c'est un échange. Dès qu'ils citent mon nom, je cite leur nom. Je sais qu'ils respectent mon travail. Dès qu'ils citent pas mon nom, je vois pas, ça reste anonyme aussi. Donc, c'est ça. L'évolution de la rumba congolaise aujourd'hui, avec une place énorme que prennent les beatmakers, comment vous jugez ça? Vous êtes guitariste. Moi, j'ai dit juste c'est question de génération, question d'époque. Ça commence pas d'aujourd'hui, ça date très longtemps. Lorsqu'on écoute les premiers albums lorsque Kofi a commencé à faire des programmations, ça commençait déjà à cette époque-là. Il y avait beaucoup de programmation, moins de live dans les albums. Moi, je pense il y a pas du mal à ça. Il y a juste les jeunes générations, les générations actuelles trouvent bien de faire comme ça. Moi, j'ai dit toujours juste lorsqu'on avance avec ça, il faut de temps en temps regarder derrière pour voir d'où l'on vient. Si on perd pas le cap, parce que en voulant faire comme si ça, c'est ce que j'ai dit aussi. On nous a toujours
taper avec ça, effacer à ça, de faire comme l'autre. On nous a pas préparé à nous aimer nous-mêmes. On nous a toujours préparé, ok, si tu veux être évoluer Kalaka, il faut habiller pantalon cravate, il faut parler français. Ça veut dire tu oublies tout ce que tu étais avant pour donner valeur à l'autre. C'est pareil par rapport à tout ce qui est Commit Maker. C'est l'évolution, c'est un mouvement qui arrive, mais juste comme on fait d'autres cultures, on prend ça parce que c'est bien, c'est pas par la génération, mais on n'oublie pas quand même le socle qu'on nous a hérité, parce que c'est comme si tu as trouvé une maison en étage, tu vas enlever le rez-de-chaussée pour que ça soit joli, donc la maison va écrouler tôt ou tard. Là, je suis parfaitement d'accord. Sinon, on va perdre la quantité de guitaristes que nous produisons habituellement et qui trouvent du travail dans les orchestres, ainsi de suite. Si on ne continue pas à le faire, on perd des sections entières de musiciens. Mais ça aussi, les batteurs. Ça aussi, les problèmes, c'est pas le musicien, c'est moi si je donne cette, si je peux me permettre cette réflexion au chef du groupe. Parce qu'actuellement, avec le phénomène des paroliers, comme on dit au Congo, les gens qui envoient de textes, qui envoient de musique, maintenant ils amènent la musique aussi. Parce que pour vendre sa musique, sa chanson, il va au studio chez un ami, il fait la programmation, il met le chanson, il met le texte, et puis il amène ça chez le chef des groupes, comme on dit le président au Congo, et puis le président prend la musique. Des fois, sans travailler avec le groupe, il va au studio, il commence son album. Or avant, c'était le chanteur, tu amènes le texte, et puis le groupe travaille pour donner le corps, vie à cette musique. Mais maintenant, c'est plus le cas. On a plus cette formule, même si on voit les groupes, juste à voir les groupes, on connaît plus les groupes maintenant. On connaît pas tel guitariste joue dans tel groupe, parce que on a plus cette vraiment, il y a quand même 1 ou 2 ou 3 personnes qui arrivent à tenir ça, mais maintenant on est à l'époque où il y a que le leader, le vedette principal qui est vu. Du coup, le travail, ça s'affaiblit. Lorsqu'on est parvenu à produire ça, en tout cas, on peut être fier de soi. Le groupe n'existe plus, c'est incroyable, et je viens d'apprendre que le jeune Roger qui jouait son satongé, c'est-à-dire sa petite guitare là à une corde qu'il manipulait, écoutez. Donc je disais, quand on est arrivé à produire ça, on peut pas, comme le dit Pitchens, comment dirais-je, mettre le feu sur le toit, parce qu'on va perdre toute la maison. Il faut être très prudent, attentif et savoir que il y a ces richesses là, mais il faut d'abord savoir évaluer. C'est ça le problème aussi, savoir jauger, peser ce que l'on a et les risques encourus avec
cette facilité de regarder et de dire non kuna, et on perd petit à petit, d'où un peu ma formule rumba et koufi, pour dire que ce que l'on a fait hier dépasse ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on fera peut-être demain. Mais bon, c'est pas une bonne manière de parler, je le sais, mais c'est un peu pour dire à nos jeunes, regardez. Je crois que Pinchas l'a dit aussi au moins 2 fois. Regardez ce qu'on a fait hier, écoutez et réécoutez ce que vos aînés ont fait. Parce que, comment dirais-je, il y a beaucoup de trésors là-dedans. Et remerciez-les, chers artistes, parce que il vient de transcrire donc comment dirais-je, les guitares congolaises qui sont une création unique. Et c'est pas pour rien que la rumba congolaise est un patrimoine maintenant mondial, pas seulement congolais, immatériel, reconnu par l'UNESCO. Et donc il est important. Je pense que ce livre va faciliter, va faciliter la prorogation de cette reconnaissance, parce qu'on peut perdre cette prorogation après 5 ans. Je suis persuadé que ça va faciliter la tâche pour cette prorogation, puisqu'on va vérifier beaucoup de choses, les pratiques, les orchestres, la manière dont la population embrasse cette musique, ainsi de suite. Tout ceci, c'est des choses absolument importantes. Je sais que Monsieur Pinchas Kambilo ne veut pas dire un mot qui puisse conduire à des polémiques, mais moi non plus. Mais je vais quand même lui demander son avis sur l'évolution actuelle, parce que les Congolais disent qu'il est l'eau, c'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui, la manière dont les choses, mais il a déjà dit un peu, mais bon, je vais lui demander de le redire quand même, la manière dont les choses sont faites aujourd'hui, les perspectives pour la rumba congolaise. Peut-on être optimiste, Monsieur Pinchas? Je vais dire oui, parce que c'est que les artistes qui jouent aujourd'hui, ils font qu'en fonction de leur niveau, donc on peut pas leur demander plus, parce que ça c'est leur niveau. Donc il faut juste espérer que dans le futur, dans 20 ans, 100 ans, qu'il y aurait plus des archives, plus de livres, plus des choses que les générations futures peuvent comparer, dire que non, voilà, au Congo il y avait Dr Nico, il y avait Pépé Feli, il y avait tous ces gens-là qui ont tracé le chemin, même si telle ou telle année, telle époque, ça un peu, les gens étaient un peu foufous. Mais on est quand même, ça c'est ça aussi le travail des scientifiques, déjà sauvegarder un peu ces travails de mémoire de tous ces guitaristes là. En 2000, j'ai dit n'importe quoi, à 2500, on va plus être là. Mais au moins les bibliothèques, le musée, ça va exister. Donc s'il y a un jeune qui se réveille, qui est têtu, qui a envie d'avoir un peu de recul, il va aller à la bibliothèque, il va dire bon, en 2026, en 2025, ça faisait quoi? Nos grands-pères faisaient quoi? Moi, j'ai toujours peur de répondre à 2500 que non. Vos grands-pères dansaient seulement, quoi. Donc, c'est bien, mais c'est pas tout. Donc, il faut qu'on laisse quelque chose. Et aussi, nos amis, nos frères, nos jeunes, de chercher à prendre le risque, de pas rester dans le confort, de juste travailler pour manger, quoi. Parce que j'ai lu quelque part, si ton travail ne sert qu'à manger, à payer les lois, on l'appelait l'esclavage. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir un peu, prendre le risque pour que la rumba aille encore plus loin, avec des bases qu'il y avait avant, mais que on peut le faire évoluer. Moi, je pense qu'il faut que ça évolue avec des beatmakers, mais il faut qu'il y ait des gens, des scientifiques, ça c'est leur travail au-delà de l'artistique, de penser comment, si cette génération joue comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, là où nos aînés ils avaient mis la rumba vraiment la barre très haute, comment on peut faire pour qu'on garde cette barre? Parce que c'était que qu'on vient dire là, les chanteurs, les guitaristes
qui ont ramené la rumba pour qu'on l'écoute partout dans le monde. Aujourd'hui, on écoute le nom de la rumba, c'est partout dans les stades, mais c'est avec quelle matière qu'on l'amène. Quel contenu. Quel contenu. Donc le problème, c'est pas le nom, mais le contenu qu'on a déjà. Est-ce que ça peut défendre, ça peut rester, c'est comme si tu manges l'omelette le matin, est-ce que ça va tenir jusqu'à 23 heures? C'est tout la consistance là de la rumba. Est-ce que ça va tenir longtemps? Mais le nom, ça va exister, ça va être là. Monsieur Pichens Cambilo, ce livre est destiné à qui? Ces livres, je voulais que ça soit destiné à tout le monde. C'est pourquoi dans le livre, c'est séparé divisé en 3 parties. À la fin, c'est qu'il y a partition classique pour les musiciens, mais monsieur lambda, monsieur qui aime la rumba, qui aime la musique congolaise, qui aime découvrir l'histoire des instruments traditionnels, l'apport de la musique traditionnelle de la rumba congolaise, donc il peut juste lire l'histoire et puis s'y retrouver. Et puis c'est quelqu'un qui aime la musique et puis qui est musicien, il peut jouer les partitions. J'ai vu, on a beaucoup de photos de musiciens de la rumba, ainsi de suite, que l'on voit sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais j'ai trouvé dans ce livre les versions originales, mais ce sont des photos magnifiques. Ça vient du musée? Oui, ça c'est le travail que je fais pendant mes 2 ans de recherche au musée Tervuren. Donc ils ont une grande base de données de notre culture, quand même. Il faut le dire. Donc, pour trouver des photos que j'ai mis dans le livre, j'étais obligé d'aller là-bas. Parce que les photos. Ce sont des versions originales. Ouais, c'est des versions originales avec des codes, tout ça, parce que les photos qu'on trouve sur Internet, on peut pas l'utiliser professionnellement. Non, pas du tout. Donc, j'étais obligé de rentrer dans leur base de données. Ils ont des bases de données de photos, de musique, tout ça. Si t'es chercheur, t'as accès. Il faut avoir les épaules pour travailler pour avoir tout ce que tu cherches, parce que c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Pichens. Vous avez dit que c'est donc destiné à tout le monde. N'ayez pas peur, non. Malgré son langage qui peut rebuter certains. Non, c'est pour tout le monde, musiciens, étudiants, Monsieur tout le monde. Si vous voulez, même si vous ne pouvez pas lire, achetez, mettez dans votre bibliothèque. Vos enfants liront. Donc. Et moi, juste pour préciser, parce que dans le livre, j'ai écrit en 2 manières, en solfège, qu'on a le classique, et puis en tablature. Même si quelle différence? Et en solfège, c'est là où il y a les notes sur noir, blanc, supporté. Mais en tablature, il y a le chiffre. Tu vois là où il y a le doigt, tu peux poser pour jouer. Je pense qu'il y a juste avec l'effort, même si t'es pas calé en solfège, donc il y a moyen de jouer si tu te mets à apprendre comment on utilise ces partitions, manière tablature. En tout cas, merci beaucoup. C'était un bonheur de parler avec vous, d'échanger sur la rumba congolaise qui a besoin, en tout cas, des travaux de ce type, parce que ça permet justement de conserver et surtout de l'ouvrir, parce que d'autres pourraient jouer cette musique en lisant tout simplement. Ils pourraient jouer, même si nous on s'en dirait que bon, c'est normal. Mais normal. Voilà, ils pourraient jouer. Ils pourraient jouer. Ça, ouais. Et c'est déjà ça. Donc voilà, un livre à acquérir. C'est cher. Cher, ça dépend, parce que normalement, si je voulais vraiment mettre le prix par rapport au livre, ça va être super cher. C'est 50 €, c'est pas cher, parce qu'il y a au moins 40 partitions. Les gens qui envoient les enfants au conservatoire savent que non, une partition, ça coûte genre 15 €. Et lorsque t'en as 40, il faut faire le calcul, le livre peut devenir super cher. Mais nous, on a trouvé un juste milieu pour que ça soit accessible à tout le monde. À 50 €, je pense. Lorsque Monsieur Ndaiwel avait écrit son livre sur l'histoire du Congo, je connais des journalistes belges qui avaient fait une démarche, qui avaient dit aux autorités congolaises, ce livre doit être accessible à tous. Donc, mettez les moyens pour que le prix baisse. Donc, ça a été réédité au Congo, qui s'était vendu au Congo 2 fois moins cher que ici en Belgique, à cause de cette possibilité-là. Donc, à mon avis, ce sont des démarches qui devraient être faites par rapport à ce livre. D'autant que le livre de Ndaiwel coûtait plus ou moins ce que vous êtes en train de dire, mais au Congo, c'était 2 fois moins cher. Voilà. Moi, c'est ça mon souhait, c'est ça mon rêve aussi, lorsque je demande la traduction du livre à Kinshasa, c'est aussi, moi j'ai le fichier, j'ai le fichier final, juste dire ok. Je vais vous couper parce qu'il est temps. Merci beaucoup. Merci.
Lingala. Bana ya Kongo yo